Chers confrères, chères consoeurs, bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs. Professeur Taleb n'est pas là, mais j'aimerais quand même les remercier, son équipe et lui, pour l'organisation de cette journée de formation médicale continue. Et en fait, c'est une communication qui était censée être faite par mon chef de service, le professeur Salah Messoua, mais qui n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous. Et donc, c'est moi qui vais la présenter à sa place. Ça fait plaisir de présenter face à un amphithéâtre aussi plein. Donc, en fait, je vais, j'ai fait exprès de mettre cette image. Vous avez vu à gauche, vous les avez tous reconnus. C'est l'équipe c'est l'équipe qui a découvert l'insuline et qui a pu pour la première fois donner de l'espoir aux patients diabétiques. Et j'ai mis sur la droite de ma diapositive une personne que j'admire énormément. Vous le connaissez tous, c'est le professeur Michael Nock. Et c'est une personne qui a dédié 40 ans de sa vie à la recherche sur les incrétines, notamment les analogues du GLP-1. Et en fait, je me rappelle que quand j'étais étudiante, j'avais toujours imaginé ce que ressentaient les médecins quand les patients n'avaient pas de traitement, quand ils recevaient des patients diabétiques qui n'avaient pas de traitement, et ce qu'ils avaient ressenti quand ils avaient pu enfin les traiter. Et je me suis dit, je me demande ce qu'ils nous auraient dit s'ils étaient là. Par contre, pour ce monsieur Michael Nock, je l'ai mis parce qu'en fait, les GLP-1, comme vous le savez, sont considérés comme la plus grande découverte en diabétologie depuis l'insuline. Et lui, j'ai eu le plaisir de le rencontrer durant l'EASD en 2022, où il a reçu le prix. En fait, il avait reçu la médaille Claude Bernard, qui est une distinction, la plus haute distinction qui puisse être remise à un chercheur pour ses travaux. Et j'ai repris vraiment ces mots mot à mot. J'ai repris mot à mot ce qu'il avait dit lorsqu'ils ont commencé à voir les effets du GLP-1 sur les traitements. Et regardez, j'ai vraiment voulu laisser le texte tel qu'il est. Il a dit « This was one of the greatest days of my life. When we had a patient receiving a GLP-1 infusion, started with a very high blood sugar in the morning, remaining fasting, and 4 hours later had a normal glucose level. It was immediately clear to us that there is a great potential to use GLP-1 in patients with diabetes. Ça, c'est vraiment le vécu de ce grand monsieur, de ce grand chercheur concernant les GLP-1, et c'est justement le thème de ma communication. Donc, ça sera analogue du GLP-1, actualité et perspective. Et vous savez tous très bien qu'en plus de leurs effets sur le métabolisme glucidique, les GLP-1 ils ont pu démontrer également leur efficacité en termes de réduction cardiovasculaire. Et j'avoue que dans cette aventure, nous avons eu la chance de prendre part justement à cette aventure dans notre service, au service de médecine interne, au CHU Tizi Ouzou, vu que nous avons pu participer à des essais cliniques internationaux interventionnels de phase 3. Donc nous avons participé à Sustain 6, qui a utilisé un analogue du GLP-1 en once weekly en injectable, et également à l'essai clinique Pioneer 6. Pareil, donc 3 ans et 3 ans pour chacune d'entre elles. Cette fois-ci, c'était un GLP-1, mais par voie orale. Et comme Michael Nock l'a dit tout à l'heure, this was one of the best days of my life. Et sur cette photo, vous voyez toute l'équipe qui est souriante et vous voyez deux personnes qui sont là et là. En fait, c'était des auditrices danoises. Et pour nous, pour toute notre équipe, it was one of the best days of our lives. Pourquoi? Parce que nous avons été audités et nous avons eu un high level of compliance pour notre travail sur les GLP-1 durant ces essais cliniques interventionnels. Donc pour moi, c'est un véritable plaisir que d'être ici et que de vous parler des incrétines. Et ma communication, en fait, va se faire en 3 parties. La première concernera juste un bref rappel sur le concept et la fonction des incrétines. La deuxième, c'est les analogues du GLP-1, actualité. Et enfin, je vais finir par les incrétines, perspectives, et je ne vais parler que des doubles agonistes, je n'aurai pas le temps de développer plus que ça.
Vous connaissez tous l'effet incrétine et vous savez tous comment a été découvert l'axe entéro-insulaire. C'est quand on a injecté, on a perfusé du glucose, on a donné du glucose par voie intraveineuse et également du glucose par voie orale. Et on s'était rendu compte que la sécrétion d'insuline était plus importante lorsqu'on donnait du glucose par voie orale. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à une relation entre le tube digestif et les îlots bêta de Langerhans, et c'est là qu'on a découvert l'axe entéro-insulaire. L'axe entéro-insulaire, dont les deux principales hormones qui interviennent, c'est le GIP, ou Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide, qui est sécrété dans le duodénum, et le glucagon-like peptide 1, qui est sécrété dans l'iléon. Maintenant, quels sont leurs effets? Vous les connaissez. Leurs effets, en fait, en rouge, c'est tout ce qui est GLP-1, et en vert, c'est tout ce qui est, ce sont les effets directs du GIP, ce qu'on appelle le GIP, et tout ce qui est en violet, ce sont les effets indirects. Comme effet direct, et vous le savez, ce sont des patients, vous avez tous certainement des patients qui sont déjà sous analogue du GLP-1, vous aurez remarqué que ce sont des patients qui vous disent qu'ils n'ont plus faim pratiquement, ils ne mangent pas beaucoup, donc ils augmentent la satiété, ils diminuent l'alimentation, mais ont comme corollaire des effets secondaires, notamment les nausées. Les nausées, et ils entraînent aussi une diminution du poids, ils entraînent une augmentation de la sécrétion d'insuline, mais de façon glucose dépendante, et une diminution de la sécrétion du glucagon, mais toujours cette fois-ci de façon glucose dépendante. C'est vraiment ce qu'on appelle des hormones intelligentes. Ensuite, vous avez des effets, les effets et également, j'ai oublié de le dire, ils ralentissent la vidange gastrique, et donc ce sont des patients qui n'auront plus faim, parce que la vidange gastrique va se faire de façon très progressive. Et nous avons à côté les effets du GIP. En fait, ce sont des effets qui sont complémentaires. Toujours un effet au niveau du système nerveux central où on va toujours avoir une diminution de l'alimentation, mais cette fois-ci qui va réduire les nausées. Donc essentiellement, c'est vraiment avoir les deux. L'un qui peut provoquer des nausées, le GIP qui au contraire diminue les nausées, et donc si on donne les deux, on va diminuer les effets secondaires. Et la même chose, et en fait, les analogues du GLP-1 ou les incrétines ont également ce qu'on appelle les effets pléotropes. Ces effets pléotropes, qui les plus importants, c'est la réduction des dépôts lipidiques ectopiques, notamment au niveau du foie pour la NASH. Malheureusement, chez le patient diabétique de type 2, donc les récepteurs du GIP sont diminués. On a compris que les récepteurs du GIP étaient diminués, et donc toute la recherche clinique s'est axée sur le GLP-1. Je me rappelle que quand je faisais mes premiers cours d'endocrino, il y a déjà quelques années, c'est ce qu'on disait aux externes. On leur disait, oui, le plus gros de l'effet incrétine est produit grâce au GLP-1. Donc on a un petit peu occulté le GIP. Et c'est la raison pour laquelle toute la recherche s'est axée dans un premier temps sur les analogues du GLP-1. Sur le GLP-1, et donc on a produit des analogues du GLP-1. Vous connaissez toute l'histoire, en fait, comment a évolué cette recherche. Donc initialement, on avait des analogues du GLP-1 en 2 injections par jour. Ensuite, on est passé à une seule injection par jour, et aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du once weekly, ça veut dire une injection par semaine. Et autre chose également, on a pu aussi faire des coformulations, ça veut dire GLP-1 et insuline, pour contrecarrer un petit peu les effets secondaires de l'insuline, notamment la prise pondérale. Et en fait, on a essayé, pour un patient qui prend à la fois du GLP-1 et de l'insuline, on a essayé de combiner ça en une seule injection par jour. Voilà, donc là, c'est les différents analogues du GLP-1. Il y avait l'exenatide au départ en 2 fois par jour, le lixizénatide, le liraglutide, etc. Ensuite, on commençait les once weekly, le biduréon, ensuite le dulaglutide. Petite particularité quand même pour le dulaglutide, c'est ce stylo auto-injecteur. Vous l'avez certainement, je ne sais pas si certainement que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. C'est vraiment un stylo auto-injecteur où le patient a juste besoin, c'est comme une sorte d'interrupteur où on appuie dessus, l'aiguille injecte et ressort directement toute seule sans que le patient n'ait à faire quoi que ce soit.
Voilà. Ensuite, ces médicaments, donc pour ces médicaments qui existent, pour ces analogues du GLP-1, donc les injections, le nombre d'injections, forcément le rythme d'injection va dépendre de la demi-vie de ces médicaments. Donc plus la demi-vie est élevée et plus ce sont des injections une fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui facilite la vie aux patients. Et comment on a pu faire ça? Ben, soit en rajoutant, ils ont pris l'analogue du GLP-1 lui-même, ensuite soit on a rajouté de l'albumine, soit on a rajouté un acide gras, soit on a rajouté une fraction d'immunoglobuline pour faire en sorte que la durée d'action de ces analogues du GLP-1 soit prolongée, mais surtout pour avoir cette stabilité également pendant une semaine. Quand on les prescrit, la prescription doit se faire de façon progressive parce que ce sont des médicaments en fait qui ont comme effet secondaire attendu les effets secondaires digestifs et c'est normal parce qu'ils modifient un petit peu le fonctionnement du tube digestif et surtout donc la diminution de la motilité gastrique, un peu comme ce que ressentent les patients qui ont une gastroparésie. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes symptômes qu'ils vont vous rapporter. Donc, pour réduire au maximum ces effets secondaires, on y va vraiment par palier et on augmente les doses, tout dépend des médicaments, mais habituellement, on augmente les doses toutes les 4 semaines. Donc, ça dépend, le dosage dépend des médicaments, mais on va augmenter les doses pendant 4 semaines. Et par contre, par exemple, si je prends le cas du dulaglutide, là, on peut utiliser un 1,5 mg d'emblée. On n'est pas obligé de faire une escalade. Donc, ça dépend vraiment du médicament qu'on va utiliser. Voilà. Ensuite, quels sont les effets maintenant de ce GLP-1? Quels sont les effets du GLP-1 sur les paramètres glycémiques? Donc, vous allez voir, vous les voyez ici. Vous les voyez ici, donc une réduction d'hémoglobine glyquée qui avoisine les 1,8 à peu près si on les prend tous. Si on les prend tous. Et ce qui est bien avec les analogues du GLP-1, c'est que ce sont des médicaments qui ne donnent pas, ou très peu, d'hypoglycémie. Et donc, on n'est pas, quand on a envie de mettre un patient sous traitement, notamment tout ce qui est injectable et notamment l'insuline, on craint l'hypoglycémie, on craint les effets secondaires qui sont dus à l'insuline, notamment l'hypoglycémie, mais avec ces analogues du GLP-1, on a cette sécurité d'utilisation et également, donc on peut augmenter les doses parce qu'on ne provoque pas d'hypoglycémie, donc on est à l'aise avec les patients. Donc, réduction d'hémoglobine glyquée, également une efficacité en termes de réduction de la glycémie à jeun, et regardez, avec une diminution importante, quand même, du poids. Et là, ça va varier d'un médicament à un autre, tout dépend de la molécule qu'on utilise. Il y a certaines molécules qui sont réputées plus importantes en termes de réduction pondérale. On a vu en essai clinique des patients qui ont perdu à peu près 5-6 kilos, alors qu'il y en avait d'autres avec le même dosage qui ont perdu 22 kilos. Donc ça dépend vraiment d'un patient à un autre. Et ça dépend également des molécules que l'on utilise. Mais le plus important chez un patient diabétique de type 2, professeur Salah Mansour qui n'est pas là, a l'habitude de dire on a réduit le patient, on a réduit le diabète on a réduit le diabétique à une goutte de sang et le diabète à un morceau de sucre. Mais ce n'est pas du tout ça et vous le savez très bien. Ce qui tue le patient diabétique aujourd'hui, ce sont les événements cardiovasculaires. Et ces études, les analogues du GLP-1, lorsqu'ils ont été commercialisés, avant d'être commercialisés, la FDA, comme vous le savez, a demandé à ce qu'ils montrent patte blanche, à ce qu'ils démontrent leur innocuité en termes de morbimortalité cardiovasculaire. Ils ont fait plus que ça. Ils n'ont pas juste démontré leur innocuité, ils ont montré leur supériorité en termes de réduction de la morbimortalité cardiovasculaire et c'est ce qui fait de les médicaments actuellement une classe thérapeutique extrêmement importante dans la prise en charge des patients diabétiques. Si on prend ensuite les plus grandes études qui ont été faites, Leader, Sustain 6, que je vous ai montré tout à l'heure, à laquelle on a participé, et d'autres études. Donc, il y a une réduction significative des événements cardiovasculaires, mais il y a une particularité quand même pour le dulaglutide. Le dulaglutide, vous savez très bien qu'il a été enregistré en Algérie et que nous l'attendons avec impatience. Nous avons pas mal de patients qui le reçoivent déjà, mais nous l'attendons vraiment avec impatience. Et si on prend la particularité des essais cliniques qui ont été faits, regardez, 31% des patients uniquement 31% avaient déjà fait une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire que pour le reste, nous étions en prévention primaire. C'était en prévention primaire. Pour les autres, c'était essentiellement la prévention secondaire. Et
Et si on prend maintenant tous les analogues du GLP-1 et qu'on les étudie, on voit que pratiquement tous ont démontré une réduction des événements cardiovasculaires, hormis le sémaglutide par voie orale au cours de l'essai clinique Pioneer 6 et les lexizénatides. Et si vous voyez ensuite ici, regardez la réduction des MACE ou des événements cardiovasculaires majeurs, qui est importante également si on prend tous les GLP-1 associés. Voilà, c'est la raison pour laquelle actuellement, après échec à la metformine, actuellement, les meilleures classes thérapeutiques qu'on préconise chez des patients à haut risque cardiovasculaire, ce sont les analogues du GLP-1 et, vous le savez, les SGLT2 inhibiteurs. Ensuite, tout dépend du profil que nous avons. Lorsque nous avons un patient avec un événement cardiovasculaire avéré et obèse, on va plus vers les analogues du GLP-1 pour l'aider à améliorer son équilibre glycémique et être en prévention également cardiovasculaire. Quand ce sont des patients en insuffisance rénale ou maladie rénale chronique, on va plus vers les SGLT2 inhibiteurs. Voilà, donc j'arrive à la troisième partie. La troisième partie de ma communication, ce sont les doubles agonistes. Je vous avais montré cette plaque tout à l'heure où on avait parlé des récepteurs du GIP qui étaient diminués chez les patients diabétiques, mais on s'est rendu compte que chez certains patients, et notamment lorsqu'on arrive à améliorer l'équilibre glycémique, ces récepteurs s'exprimaient de nouveau. Les récepteurs du GIP s'expriment de nouveau et ça a ouvert la voie à un autre axe d'investigation et c'est la raison pour laquelle on a travaillé dessus. Donc les chercheurs ont travaillé sur les effets du GIP et c'est de là qu'est né celui-ci, vous le connaissez tous, c'est le tirzépatide, le Mounjaro. Allez, je vais dire le nom commercial, c'est le Mounjaro. Et en fait, c'est une seule molécule, mais qui a les deux effets, analogue du GLP-1 et GIP, à la fois. Donc, on a les effets du GLP-1, les effets du GIP, les deux, en même temps chez les patients. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, en fait, tous les effets dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas les reciter, mais on va tous les avoir chez les patients. Et moi, au lieu en fait, je vais d'abord vous montrer ça. C'est l'étude, c'est le programme Surpass. Le programme Surpass qui a comparé les effets du tirzépatide. Il a été comparé au placebo. Donc, en termes, regardez, en haut, c'est l'hémoglobine glyquée et en bas, c'est le poids. Donc, en termes d'hémoglobine glyquée, il a mieux fait que le placebo, on s'y attend. Il a mieux fait que le dulaglutide, un autre GLP-1. Il a mieux fait que le sémaglutide, once weekly. Il a mieux fait que l'insuline degludec, une insuline en termes de réduction d'hémoglobine glyquée. On a tendance à dire que l'hémoglobine, c'est l'hormone la plus hypoglycémiante. Oui, c'est l'hormone la plus hypoglycémiante, mais à un moment, on est bridé parce qu'on ne peut plus augmenter les doses, sinon on risque de provoquer des hypoglycémies. Mais grâce aux effets justement cumulés en fait, du GLP-1 GIP, on a réussi à avoir un meilleur équilibre glycémique chez les patients. Et maintenant, si je reviens à la perte pondérale, au poids, bien sûr, vous savez tous qu'avec de l'insuline, les patients prennent du poids, alors qu'avec le tirzépatide, en fait, tout à l'heure, quand on avait comparé les GLP-1 en termes de perte pondérale, vous avez vu que l'un des deux qui ressortent, c'était le sémaglutide et le dulaglutide, et le tirzépatide les a battus à plate couture. Également sur ce paramètre, puisque la perte pondérale était beaucoup plus importante et de façon significative pour le tirzépatide. Et là, perte pondérale également, en fait, on s'approche de la perte pondérale qu'on a lorsque le patient est opéré, donc ou bénéficie d'une chirurgie bariatrique, mais bien sûr en évitant tous les effets qu'on craint avec la chirurgie bariatrique. Donc c'est un traitement d'avenir. C'est déjà un traitement actuel. La dernière patiente, Dr Benazoug est là, donc la dernière patiente, on l'avait reçue avant-hier. Elle a commencé son tirzépatide il y a juste, on était à la 3e semaine de traitement. C'est une patiente
qui pesait 112 kg, qui passe à 94 kg, qui perd 16 cm de tour de taille. Et ce qui est extraordinaire avec ce produit, c'est que parce qu'on a le droit de se poser des questions et de se dire, ils perdent autant de poids, est-ce qu'ils perdent du muscle, est-ce qu'ils perdent de la graisse, on ne sait pas ce qu'ils perdent. Et bien, les études qui ont été faites dans ce sens, en faisant des IRM musculaires chez les patients, ont démontré que c'était des patients qui perdaient de la graisse et pas du tout du muscle. Donc, c'est extrêmement encourageant. Voilà, ensuite l'étude également, c'est une molécule qui a également été étudiée chez l'obèse, et vous voyez une perte pondérale, vous imaginez 20% du poids initial, c'est énorme, avec des patients, regardez, donc le poids au début était de 105 kg, 105 kg, et regardez le nombre, en fait la proportion des patients qui baissent leur poids de plus de 20 kg, de plus de 20%, c'est énorme. Ensuite, ce qu'on attend, et là c'est vraiment l'essai clinique que tout le monde attend, c'est l'étude sur les événements cardiovasculaires du tirzépatide. Et là, normalement, on devrait l'avoir cette année, en 2025. Et regardez bien l'article, en fait, on n'a pas comparé le tirzépatide à un placebo, on l'a comparé au dulaglutide, qui lui a déjà prouvé qu'il réduisait les événements cardiovasculaires. Donc, on attend vraiment les résultats de cette étude avec impatience. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma communication. Donc, j'avais commencé avec ce monsieur, Michael Nock. Je vais finir avec lui, sauf que là, il était plus jeune. L'objectif, comme vous le savez, d'un traitement antidiabétique, c'est la réduction des complications chroniques. Et le but ultime, c'est la protection cardiovasculaire et rénale au-delà de l'équilibre glycémique. Ce monsieur a passé toute sa vie à travailler là-dessus. Et là, en fait, je vais finir avec ces deux phrases. Les analogues du GLP-1 sont les molécules de choix chez le patient à haut risque cardiovasculaire. Et les doubles agonistes, GLP-1, GIP, constituent un espoir métabolique non négligeable. C'est ce que j'ai appelé le Golden Age. Et je vous remercie.